Salut et bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour sur notre chaîne, la French Connection. Tout de suite, le deuxième épisode de Epstein et ses complices. Nous regardons les fondations. La première vidéo était dédiée à Epstein et sa fondation de Lifeboat Foundation, la fondation du canot de sauvetage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit lien. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la femme de l'Atlantide, la fameuse Ghislaine Maxwell et son projet Terramar. Je vais vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette fondation, les raisons d'être de cette fondation et ce qui s'y passait. Alors, restez avec nous. C'est parti. Alors, le projet Terramar va être lancé, fondé par Ghislaine Maxwell le 26 septembre 2012 à l'occasion d'un festival du film. Ce festival s'appelle le Blue Ocean Film Festival. Ça se passe en Californie, à Monterey. Il y aura une conférence d'ailleurs sur la conservation puisque ce projet Terramar, c'est tout simplement un projet pour encourager la préservation des hautes mers de nos océans. L'adresse où cette fondation Terramar sera enregistrée, ça sera l'adresse de Ghislaine Maxwell à Manhattan, à New York. Et puis éventuellement, elle va bouger d'adresse. Cette fondation sera ramenée à la même adresse qu'une autre fondation dont Maxwell est propriétaire. C'est une fondation qui s'appelle Max Fondation TR. Elle est située à Woburn, au Massachusetts. Il faut savoir aussi que Terramar aura une version corporative, c'est-à-dire que Terramar sera une société à responsabilité limitée. Ghislaine Maxwell décidera d'ouvrir cette société en Angleterre, puis au Pays de Galles avec une adresse enregistrée à Salisbury avant que tout simplement cette affaire soit répertoriée officiellement comme dissoute. Et ça se passera le 3 décembre 2019. Terramar disparaît. Alors essayons tout de suite de plonger dans le vif du sujet, essayons de comprendre qui est derrière cette fondation avec des buts si honorables et essayons de comprendre en tout cas où est-ce qu'elle voulait en venir avec Terramar. Alors, on va commencer tout simplement par le conseil consultatif, c'est-à-dire qui lui donne des conseils, qui est-ce qui est derrière pour essayer de bâtir ce programme, ce projet Terramar. La première personne qu'on a trouvée, c'est Richard Branson. Richard Branson, c'est le fameux l'homme de Virgin Atlantic. Tout ce qui est Virgin, c'est en général assez Richard Branson. Alors, c'est assez intéressant puisqu'il a une île privée lui-même qui se trouve à quelques pas de l'île privée de Jeffrey Epstein. Ce qui est marrant, c'est dans cette zone des îles Vierges américaines, vous avez des gens assez importants qui ont des îles privées. Le voisin aussi de Jeffrey Epstein, juste pour la petite histoire, c'est Joe Biden. Joe Biden, c'est la famille Biden, c'est eux qui, en tout cas, essayent d'amener Joe Biden à la présidence américaine. Donc, c'est pas quand même n'importe qui habite dans ces îles Vierges américaines. C'est des gens qui ont du pognon. Dans le conseil consultatif, nous allons trouver une autre personne tout à fait intéressante qui est le professeur Murray Gell-Mann. C'est un lauréat, prix Nobel de physique, mais aussi un membre distingué de l'Institut de physique de Santa Fe, New Mexique, le Nouveau-Mexique. Alors bien sûr, le Nouveau-Mexique, ça vous donne un petit peu des idées en se disant mais c'est pas là où Jeffrey Epstein avait son ranch. Ouais, je pense qu'on pourrait certainement y faire des connotations, mais je ne vais pas aller dans cette direction tout de suite. Il faut savoir qu'aussi, associé avec ce professeur, il y avait un autre émérite de chez Caltech qui travaillait et qui en tout cas était conseiller de Ghislaine Maxwell pour son projet Terramar. Je vous propose tout de suite de poursuivre et rentrer dans le conseil d'administration, essayant de comprendre en tout cas avec qui Ghislaine Maxwell s'était entourée, qui étaient les gens qui allaient jouer un rôle important au sein de Terramar. Alors, j'ai quelques informations, je vais les lire, je vous mets ça en photo et on se voit tout de suite après ça. Alors, Scott Borgerson, c'est tout simplement le mari de Ghislaine Maxwell. Il est inscrit au conseil d'administration de Terramar en 2013. Et puis, on se rappelle qu'en 2014, il va prendre la parole avec Ghislaine Maxwell lors d'un événement à Washington, D.C., parrainé par le Conseil en Relations étrangères, le fameux CFR, le Council on Foreign Relations. Et sa présentation sera intitulée « Gouverner l'océan commun, défis croissants, nouvelle approche ». Je rigole parce que franchement, ces gens-là, la nouvelle approche, ah ouais, là, il y a vraiment de la nouvelle approche. C'est sûr et certain. Allez, tout de suite, nous poursuivons avec ce conseil d'administration. Un autre membre, Stuart Beck, va rejoindre les rangs de Terramar en 2013. Et puis, tous deux, Ghislaine Maxwell et Stuart, vont se rendre la même année à une réunion des Nations Unies à Reykjavik, en Islande,
pour discuter du projet. Maxwell et Stuart présenteront à l'Assemblée du Cercle polaire Arctique le projet Terramar. Et là, je vous mets une petite vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Before I came to Iceland, I checked the weather. I'm super happy that I did. My umbrella was handy last night. I'm sure it was for many of you. It's essential for farming, when to plant the crops, when to take and when to harvest the crops. So I'm delighted today, for the first time, to be able to have the Weather Channel have a look at what's happening for the first time in history, actually, in the high seas. Voilà, en ce qui concerne les dernières apparitions de Ghislaine Maxwell et le fameux Terramar projet, eh ben, tout simplement, il n'y en aura que deux autres. Il y en aura une en début 2014. Elle fera une apparition à l'Université du Texas à Dallas. Et puis, en fin 2014, elle viendra présenter à la conférence TED le projet Terramar. D'ailleurs, elle y viendra avec un certain Brian Yurtsatsis, c'était le directeur de développement opérationnel, le directeur responsable de tout ce qui était les opérations de Terramar internationalement. Alors, c'est la personne de contact, c'est la personne normalement que vous contactez si vous recherchez des investissements, si vous avez besoin de subventions pour votre projet de défense d'environnement, en tout cas votre défense et de préservation des océans. Il faut savoir que pas mal de témoins ont montré qu'il n'y avait absolument aucune interaction avec Terramar, que vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez faire des demandes de financement et à plusieurs reprises et il n'y avait même pas de réponse. Ce qui veut bien dire que ce Terramar, de nouveau, d'ailleurs il le décrit dans un des témoignages, une des personnes qui avait demandé des subventions à Terramar, il nous dit c'est en fait ce qu'on appelle un one-man band en anglais, c'est-à-dire c'était un peu un orchestre avec une seule personne et ça avait l'air d'être complètement creux. Alors bien sûr, pour mieux comprendre Terramar, il va falloir se plonger dans les finances. Je sais que c'est un petit peu rébarbatif et on n'est pas toujours très intéressé, mais c'est toujours un bon moyen pour comprendre comment ces fondations fonctionnent et si oui ou non il y a une activité. Alors, on va prendre pour exemple le dossier annuel du IRS, qui est le revenu tout simplement, c'est-à-dire le fisc américain, qui nous explique un petit peu qui dépensait quoi, où l'argent allait et où il repartait. Restez avec moi, je vais vous donner ces chiffres très rapidement et on se retrouve tout de suite. Je vais devoir la lire parce qu'il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de numéros et je ne les connais pas par cœur. Alors, dans le rapport annuel de l'IRS, c'est-à-dire le fisc américain, on apprend que Terramar avait indiqué qu'il devait 560 650 $ à Ghislaine Maxwell. Elle avait 1341 $ de dette de carte de crédit et elle avait 10 252 $ en espèces. Tout ça, c'est le 31 décembre 2018. En tout cas, c'est ce que le rapport dit. Et puis, l'organisation, c'est-à-dire Terramar, avait dépensé 5 365 $ pour des honoraires professionnels, 9 380 $ pour le développement du site web, 11 157 $ pour la publicité et des broutilles, je crois 270 $ de frais bancaires. Mais en tout cas, le chiffre le plus important, c'est que Terramar n'avait dépensé absolument rien du tout, c'est-à-dire zéro pointé pour les services du programme Terramar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il n'avait pas investi un centime dans aucun projet de développement, en tout cas de préservation des océans. C'était du bidon. Suite à l'arrestation de Jeffrey Epstein, donc au mois de juillet 2019, sur le tarmac de l'aéroport Teterboro au New Jersey, aux États-Unis, eh ben, je crois que c'est 6 jours plus tard, la fondation Terramar, Ghislaine Maxwell, va la fermer. Elle va aussi fermer un petit peu plus tard Terramar UK, c'est-à-dire Grande-Bretagne, où là, elle va aussi faire disparaître et écrouler, donc banqueroute pour cette entreprise. Alors, il faut savoir que Terramar avait créé des partenariats avec d'autres organisations, d'autres fondations, d'autres associations qui eux aussi ont pour but de protéger l'océan. Et dès 2012 d'ailleurs, il y aura un partenariat qui se créera entre Terramar et Reef Connect. Reef Connect, c'est une organisation dont une de leurs spécialités, c'est de transformer les eaux territoriales d'un pays et de leur donner le label, un label de protection zone protégée marine, ce qui veut dire que tout simplement vous ne pouvez pas y pêcher, vous ne pouvez pas faire du scuba diving, vous ne pouvez pas faire de la plongée, vous ne pouvez rien y faire. C'est
protégés. Et ça, c'est la première activité de Terramar en 2012. Il faut savoir que Terramar va aussi s'associer, va faire un partenariat avec une autre fondation qui s'appelle Movida. Cette fondation, un petit peu comme Reef Connect, il crée des zones de protection marine afin de tout simplement isoler les 2 îles d'Epstein. Il ne voulait pas que les bateaux rentrent, il ne voulait pas que les plongeurs, les touristes et les badauds viennent se rendre sur les îles impunément. Il voulait tout simplement que les îles soient vraiment 100% privées. Et je pense qu'ils avaient adopté ce système pour que personne ne puisse approcher les îles, en tout cas avec une certaine distance, une certaine proximité. Ils voulaient garder tout simplement une isolation totale. Et puis bien sûr, je ne peux pas oublier cette coopération, c'est très important puisque Terramar avait d'ailleurs approché High Sea Alliance, qui est en fait l'Alliance des hautes mers. C'est une organisation qui appartient aux Nations Unies et eux seuls ont cette autorité de pouvoir étendre cette zone de protection maritime, ce qui leur permet tout simplement de pouvoir sortir des eaux territoriales américaines et prendre certaines parts des eaux internationales, de les déclarer en tant que zone de protection maritime, et ça, tout ça sous le contrôle de Ghislaine Maxwell, sous le contrôle de Terramar. Et c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de créer en fait tout simplement une nouvelle juridiction à travers la protection maritime, de pouvoir créer des zones qui leur permettent d'avoir une juridiction indépendante de celle des États-Unis. C'est incroyable quoi, non? Ils sont gonflés les mecs. Alors bien sûr, toutes ces activités n'étaient certainement pas dans le but de divertir les gens de Terramar. Le but était très concret, c'était de recruter des membres afin qu'ils deviennent des citoyens de l'océan. Ils voulaient en fait tout simplement monter un État océanique. Ils avaient donc besoin des Nations Unies pour le faire, pour créer un État sur l'eau indépendant de toute juridiction. C'était ça le projet Terramar. Voilà, donc j'imagine vous l'avez très bien compris, Terramar n'était certainement pas un projet pour préserver ou conserver les océans, mais tout simplement un projet pour créer un État souverain, un État sur l'eau. Tout ça, c'est une philosophie qui appartenait à Epstein. D'ailleurs, je vous rappellerai qu'il adorait s'envoyer en l'air dans le Lolita Express, son jet privé. Souvent, il disait d'ailleurs qu'il aimait le faire parce que là-haut, dans les airs, dans les espaces aériens internationaux, il n'était certainement pas inquiété par aucune juridiction, par aucun pays. Voilà, on va finir là en tout cas. Il y aura un 3e épisode, ce sera très intéressant d'ailleurs. On va parler de gens vraiment farfelus, des gens comme Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal. Vous allez voir comment ces gens dépensent leur argent. C'est des gens qui satellitent autour de Epstein et de Ghislaine Maxwell. On parlera aussi de Ben Goertzel, celui qui avait inventé la poupée, la fameuse poupée pour les gamines de 8 ans avec des technologies d'intelligence artificielle, mais aussi des Jesse Karmazin, des gens qui vendent du sang d'enfants pour des gens beaucoup plus âgés, mais surtout beaucoup plus riches. Je vous en dis pas plus, restez avec nous. Merci de votre support, merci de rester avec nous, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien. On a besoin de votre aide pour faire du bruit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode. Je vous remercie. Salut, ciao!